Donc aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, nous allons parler du modèle DAD-DAS, qui est au fond un modèle qu'on est quand même capable d'analyser de manière simple, de manière graphique, mais qui se rapproche plus des modèles macro modernes qui sont utilisés dans la littérature macroéconomique, utilisés par décideurs économiques et ainsi de suite. Donc, le focus jusqu'à maintenant était sur vraiment deux modèles de court terme, d'accord? Le modèle ISLMFE et son pendant, avec quelques ajustements, le modèle ADAS. Alors, le gros avantage de ces modèles-là par rapport à ce qu'on avait fait plus tôt, c'est que ce sont des modèles qui permettent de prendre en compte les interrelations entre les marchés, d'accord? Le fait que, par exemple, quelque chose qui se passe sur le marché de l'épargne d'investissement va avoir un impact sur le marché de la monnaie et vice-versa. Pour y arriver, on s'est quand même basé sur les bases micro, donc on avait développé ensemble, que ce soit au niveau des décisions des ménages, au niveau des décisions des entreprises. Et vraiment, l'idée d'avoir des bases microéconomiques dans un modèle macro est quelque chose qui est très important dans la macroéconomie moderne, c'est-à-dire qu'on veut vraiment s'assurer au fond que les bases de nos cadres analytiques sont solides, proviennent de comportements qui ont été bien étudiés, qui peuvent être liés à des données et ainsi de suite. Maintenant, donc, si on va de l'avant, le problème, en fait, inhérent à ces modèles-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'aspect dynamique, d'accord? Donc, c'est une question que certains étudiants m'ont déjà posée, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on sait, par exemple, il y a un choc qui déplace une courbe, et puis il y a un autre ajustement qui se fait dans un autre marché, et ainsi de suite. À quelle vitesse ça se passe? Quel ajustement arrive en premier, et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment ce concept de dynamique dans les modèles ISLMFE et ADAS. Plutôt, c'est comme si on se déplaçait d'un équilibre statique à un autre équilibre statique. Et donc, au fond, les modèles plus modernes, tels que le modèle DAD-DAS, veulent justement prendre en compte cet aspect dynamique. Donc, au fond, la possibilité que les décisions qui sont prises aujourd'hui par des agents économiques aient un impact sur leur situation dans le futur et donc aient un impact sur leurs décisions dans le futur. Un autre aspect crucial de ces modèles-là, c'est l'aspect stochastique, d'accord? Donc, jusqu'à maintenant, au fond, quand on pense au modèle ISLMFE, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a joué un peu à Dieu, d'accord? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, tout d'un coup, il y a, je ne sais pas, une politique monétaire où il y a un choc qui frappe l'économie, on va nous déplacer une courbe, sans vraiment se poser la question de manière formelle, quel est ce choc et si vous voulez formaliser ce concept que l'environnement économique est au fond incertain, d'accord? Et donc que l'économie peut être frappée par des chocs à travers le temps. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire justement dans le prochain modèle. D'un certain côté, on peut penser que notre modèle, le modèle DAD-DAS qu'on va développer ensemble, est un modèle qu'on appelle d'équilibre général stochastique dynamique, d'accord? Ou en anglais, un modèle DSGE, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, d'accord? Donc, il y aura trois blocs principaux. Donc, vraiment, l'idée ici, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est partir de blocs, d'accord, de choses qu'on connaît déjà au fond, de relations qu'on connaît déjà, et de là, être capable de bâtir le modèle en tant que tel et le transformer de manière à ce qu'il soit relativement simple à analyser. Okay? Donc, on va avoir trois blocs principaux. Le premier bloc va être au fond un bloc de demande, si vous voulez. Ça va ressembler un peu à une courbe IS d'un certain côté. Et vraiment, l'idée ici, ça va être d'avoir une relation entre la demande, les dépenses, si vous voulez, et le taux d'intérêt dans l'économie. Le deuxième bloc va être la courbe de Phillips, qu'on a déjà couvert ensemble, d'accord? Et au fond, la courbe de Phillips va être très importante pour deux raisons d'un certain côté. D'un côté, elle va donc nous permettre d'avoir vraiment un concept de dynamique de l'inflation, c'est évidemment important dans ce contexte-ci. Aussi, c'est vraiment cette courbe de Phillips qui, au fond, va capturer le côté plus offre de l'économie. Okay? Si vous vous rappelez, la façon dont on avait construit la courbe de Phillips, c'était en se basant sur la courbe d'offre agrégée de court terme, la courbe SRAS. On était parti de la courbe SRAS pour construire la courbe de Phillips. Et donc, comme la courbe SRAS, c'est la partie offre, la courbe de Phillips va aussi capturer un aspect offre dans notre économie. Et finalement, une chose qu'on n'avait pas encore vraiment discuté ensemble, c'est le concept de règle monétaire. D'accord? Donc, la règle monétaire va avoir un rôle important dans ce modèle-ci. C'est-à-dire que, au lieu, comme dans le modèle ISLMFE, au lieu de dire que la Banque centrale est complètement exogène au modèle. D'accord? Donc, au fond, rappelez-vous, dans le modèle ISLMFE, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on avait la politique monétaire était déterminée par la position de la courbe MS, MS sur P, dans le marché de la monnaie. Et au fond, on décidait nous-mêmes qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette masse monétaire. On disait, il y a un choc négatif,
on va booster la masse monétaire. Mais encore une fois, on joue un peu à Dieu ici. On ne se posait pas la question, oui, mais comment est-ce que les banques centrales vraiment fonctionnent? Et c'est ce que va nous permettre de faire la règle monétaire. Au fond, la règle monétaire va caractériser la réaction de la Banque centrale aux fluctuations d'une variable. Dans ce cas-ci, on va regarder ça simple, la fluctuation de l'inflation. Donc, quelles vont être les étapes ici pour bâtir le modèle DAD-DAS? Donc, on va passer à travers les 5 relations de base, donc les 3 blocs que je viens de parler, en fait, plus 2 autres équations. À partir de ces 5 équations, on va pouvoir construire la courbe DAS, on va pouvoir construire la courbe DAD, et finalement, une fois qu'on aura ça, on va pouvoir penser en termes d'analyse graphique afin de faire quelques applications. Donc, allons-y. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'au fond, je vais décrire 5 équations. OK? Ça va paraître beaucoup, mais au bout du compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 5 équations et on va les simplifier pour en arriver à seulement 2. OK? Donc, la première équation est la demande agrégée que je viens de mentionner tout à l'heure, au fond. D'accord? Donc, elle est donnée par la relation que vous avez ici. Donc, regardons-la ensemble un peu. Du côté gauche, on a donc l'écart de production ou l'output gap à la période T. Remarquez qu'il y a un indice T qui indique la période. Cet écart de production, d'accord, est une fonction de 2 termes qu'on a à droite. Okay? Donc, tout d'abord, on a si vous voulez, cette demande, cet écart de production, est une fonction négative du taux d'intérêt réel dans l'économie. Okay? Ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas vous surprendre. On en a déjà parlé. Une augmentation de R amène une baisse de l'investissement, une baisse de la consommation et donc une baisse de la demande agrégée. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a un coefficient moins alpha devant la parenthèse. Donc, au fond, alpha ici détermine un peu la sensibilité de la demande aux fluctuations du taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel est capturé par la variable RT. Okay. Remarquez qu'ici, je l'ai écrit d'une certaine façon. On a écrit, pas seulement RT, mais on a écrit RT en déviation d'un paramètre qui s'appelle ρ, d'accord? Le paramètre grec, la lettre grecque ρ. Et donc, ce paramètre, qu'est-ce qu'il capture? Il capture en fait le taux, ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel naturel, ou au fond, pensez-y un peu comme le taux normal, habituel dans l'économie de long terme, d'accord? Et donc, ce que ça nous dit, cette équation, c'est que si le taux d'intérêt réel dévie de sa tendance de long terme, bien justement, ce que ça nous dit, c'est que ça va avoir un effet négatif sur l'écart de production, donc l'économie va aller en dessous de son potentiel. Okay? Donc, maintenant, on a un autre terme à droite. Ce terme-ci est le terme epsilon, d'accord? Donc, epsilon t. Qu'est-ce que fait epsilon ici? En fait, c'est notre premier choc dans ce modèle, d'accord? C'est ce qu'on appelle un terme stochastique, c'est-à-dire aléatoire, d'accord? C'est un choc. Et ce choc va fluctuer de manière aléatoire dans le temps, donc en moyenne, il va être égal à 0. Donc, pensez au fond que dans une période moyenne, epsilon t est égal à 0, mais des fois, il peut être positif, des fois, il peut être négatif. Okay? L'idée ici d'epsilon, c'est de capturer ce qu'on appellerait des chocs de demande. Okay? Donc, ce sont des chocs qui amèneraient des mouvements exogènes, si vous voulez, de la courbe IS. Donc, on en a déjà parlé de plusieurs ensemble. Ça pourrait être, par exemple, un vent de pessimisme chez les entreprises ou des ménages qui deviennent plus optimistes. Ça pourrait être des changements des conditions de crédit qui font que c'est plus difficile d'investir. Ça pourrait être des politiques fiscales et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay? Donc, epsilon t, on jouera plus tard avec ça, mais vraiment, pensez-y qu'en fait comme un concept de choc de demande. Notre deuxième équation est une équation aussi qu'on a vue ensemble. Donc, c'est au fond la définition du taux d'intérêt réel, ce qu'on appelle aussi l'équation de Fisher. D'accord? Et ici, tout simplement, ce que ça nous dit, c'est que le taux d'intérêt réel entre les périodes t et t plus 1 est égal au taux d'intérêt réel entre t et t plus 1 moins les anticipations d'inflation, okay, pour le futur. Donc, remarquez ici ces anticipations d'inflation. Donc, j'ai ET. E ici, c'est au fond comme, c'est notre opérateur d'anticipation, si vous voulez. E pour expected en anglais. Donc, ce sont les anticipations formées à la période T, okay, pour le changement dans les prix, donc l'inflation, entre la période T et T plus 1, qui est donnée par pi T plus 1. Okay? Donc, ce sont des anticipations qui sont formées, au fond, en avance d'un certain côté. Okay? Et on parlera plus tard un peu de quelle façon ces anticipations sont formées. Hein? Et là, rappelez-vous, hein, au fond, c'est la bonne définition du taux d'intérêt réel ici, où on tient en compte le fait que ce qui est important pour savoir quel va être notre rendement réel,
sur un actif quelconque, par exemple une obligation, c'est pas l'inflation passée, mais c'est vraiment l'inflation dans le futur, l'évolution des prix dans le futur. Notre troisième équation est une équation très importante ici, donc c'est la courbe de Phillips. J'ai écrit la courbe de Phillips de manière relativement simple. Hein. Ici, j'ai rien trop compliqué, c'est exactement la même qu'on a vue auparavant ensemble. Donc à gauche, j'ai le taux d'inflation à la période T. À droite, j'ai trois termes. Le premier terme représente donc les anticipations d'inflation. Donc rappelons-nous, dans notre économie, on a des économies à prix flexibles et des économies à prix rigides, des entreprises à prix flexibles et des entreprises à prix rigides. Et les entreprises à prix rigides, elles doivent au fond décider de leur prix à l'avance. Et comment ils font ça? Bien, ils doivent former des anticipations par rapport à l'inflation qui va être en place ou qui va avoir lieu durant cette période en question. Donc, au fond, ça dit que, pensez-y un peu, c'est comme si à la fin 2019, les entreprises devaient réfléchir à quelle va être l'inflation pour 2020. Donc, ici, elles forment leurs anticipations à T-1, 2019, disons, pour l'inflation à temps T, qui va être dans ce cas-ci 2020. Le deuxième terme est aussi quelque chose qu'on a vu dans le contexte de la courbe de Phillips, c'est l'impact de l'économie, de la demande, au fond, sur l'inflation. Dans ce cas-ci, donc c'est l'écart de production. Donc, l'idée, si vous vous rappelez, c'est qu'un boom économique devrait amener une augmentation de la demande et des coûts marginaux, et donc amener une pression à la hausse sur l'inflation. Bêta, le coefficient bêta est positif et capture donc à quel point le cycle de l'output gap a un impact sur l'inflation. Maintenant, passons au dernier terme à droite, qui est le terme oméga. D'accord, la lettre oméga en grec. Donc, la lettre oméga ici capture un autre type de choc. C'est aussi une variable aléatoire. D'accord? C'est ce qu'on appelle un choc d'offre dans ce cas-ci. Donc, rappelez-vous, hein, encore une fois, notre courbe de Phillips provient de notre courbe d'offre de court terme. C'est comme ça qu'on l'a bâti. Donc, au fond, c'est tout à fait logique dans ce cas-là que des chocs à la courbe de Phillips on puisse les interpréter comme étant des chocs d'offre. Et au fond, qu'est-ce que font ces chocs d'offre-là? Bien, ils capturent des facteurs qui auront un effet sur l'inflation, d'accord? Autre, évidemment, que les anticipations et l'écart de production. Donc, des exemples de ça pourrait être le choc pétrolier, d'accord? Ça pourrait être une appréciation du taux de change qui fait que le coût des intrants importés baisse, donc ça fait au fond baisser les coûts marginaux des entreprises. Donc, c'est un choc négatif, si vous voulez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on peut aussi y penser de manière opposée, c'est-à-dire au lieu de penser à l'impact sur les prix, on pourrait penser à l'impact sur la production. Okay? On reverra ça plus tard, mais on pourrait imaginer que oméga T est aussi une façon de capturer, par exemple, des limites à la capacité de produire. Okay? En raison, je ne sais pas, c'est pas même un tremblement de terre ou une épidémie, et ainsi de suite. Notre quatrième inflation. Donc, on a déjà deux équations, au fond, où on avait un rôle pour les anticipations. Hein. Il y avait l'équation de Fisher et il y avait la courbe de Phillips. Et donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit décider, au fond, comment est-ce que les anticipations sont formées dans notre modèle. Et là, on va faire quelque chose d'assez simple. On va adopter ce qu'on appelle des anticipations adaptatives. Okay? Au fond, ce qu'on va dire, c'est la chose suivante. Une entreprise qui, à la fin 2019, doit former des anticipations par rapport à l'inflation pour 2020, elle va utiliser la dernière information qu'elle a à propos de l'inflation, donc l'inflation en 2019. Okay? C'est ça que ça veut dire ici. Ça veut dire l'anticipation formée à T-1 pour l'inflation à la période T, on va dire que c'est égal à l'inflation observée à T-1. C'est une règle de Pouce, évidemment, d'accord? Mais il s'avère que dans les données, c'est une assez bonne représentation de la réalité. Okay? Donc, en fait, on a un sens que souvent, même en général, on pourrait dire que les agents économiques ont tendance à beaucoup se baser sur le passé pour essayer de prévoir des variables dans le futur, du moins des variables macroéconomiques. Okay? Remarquez qu'on pourrait avoir un type d'anticipation qui est peut-être plus réaliste, plus complexe aussi. D'accord? Par exemple, on pourrait penser que les agents économiques, quand ils essaient de savoir quelle va être l'inflation dans le futur, ben, eux-mêmes, ils utilisent un modèle économique. Okay? Ça pourrait être le modèle DADDS. C'est comme si eux, ils faisaient leur propre calcul dans leur modèle, et puis ils disent « Ah, l'inflation va être 2,1 ». Donc, c'est ce qu'on appellerait des anticipations rationnelles. Okay? Les agents seraient rationnels dans le sens qu'ils utiliseraient toute l'information disponible, incluant
un modèle de l'économie. Mais le problème quand on fait ça, c'est souvent en fait utilisé comme un espèce de point de référence en macroéconomie, des anticipations rationnelles, mais le problème quand on fait ça, c'est qu'on a besoin d'un ordinateur pour solutionner. Ça devient beaucoup plus complexe. Et finalement, notre équation numéro 5, c'est la règle monétaire. D'accord? La règle monétaire, au fond, décrit la réaction des autorités monétaires à ce qui se passe dans l'économie. Okay? Donc, en particulier, ici, on va adopter une règle monétaire assez simple, mais malgré sa simplicité, du moins en théorie, elle capture, cette règle monétaire, les objectifs de la Banque du Canada, de la BCE, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est une règle monétaire où la Banque centrale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cible principalement l'inflation. Okay? Donc, lisons ça ensemble. À gauche, on a au fond ce que contrôle la Banque centrale. Elle contrôle les taux d'intérêt. C'est IT, les taux d'intérêt nominaux. À droite, qu'est-ce qu'on a? Ben, premièrement, si y a rien qui se fait dans notre économie, il n'y a rien qui se passe ou quoi que ce soit, remarquez, si l'inflation est égale à sa cible, donc si pi t est égal à pi étoile, donc ce qui va se passer, c'est qu'au fond, ce terme-ci va être égal à 0. Et donc, au fond, ce que ça nous dit, c'est que quand c'est le cas, le taux d'intérêt nominal dans notre économie est tout simplement égal au taux d'intérêt réel naturel, dans l'économie, c'est notre rho, plus l'inflation, la cible d'inflation qui est en général donc l'inflation à long terme. Mais si l'économie, si l'inflation doit dévier de sa cible, c'est là que les autorités monétaires vont réagir. Comment est-ce qu'elles vont le faire? Ben exactement comme on penserait qu'elles le feraient. C'est-à-dire que quand pi t est au-dessus de sa cible, quand l'inflation est au-dessus de la cible, puisque le coefficient θ pi, on va faire l'hypothèse, il est positif, ce qui va se passer, c'est que la Banque centrale va au fond augmenter son taux d'intérêt nominal au-dessus de sa valeur de long terme. Okay? Donc, il a remarqué le rôle joué par θ pi. θ pi, au fond, détermine la réactivité de la Banque centrale aux déviations de la cible. Okay? Donc, si θ pi est très élevé, ça voudrait dire que dès que pi t dévie un peu de pi étoile, boum, la Banque centrale augmente très rapidement ses taux d'intérêt. Okay. Donc, récapitulons un petit peu qu'est-ce qu'on a. Donc, prenons une période spécifique, une période t. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a en ce moment-ci? C'est qu'on a, au fond, 5 variables qu'on appelle endogènes. C'est-à-dire ce sont des variables qui sont déterminées à l'intérieur du modèle. Okay? On a l'écart de production, on a l'inflation, taux d'intérêt réel, taux d'intérêt nominal, et on a aussi les anticipations, parce qu'évidemment, comme on l'a dit, ce que les agents anticipent est déterminé par d'autres choses qui se passent dans le modèle. On va revenir là-dessus tout à l'heure. On a ce qu'on appelle une variable endogène prédéterminée, c'est-à-dire que c'est une variable qui est affectée par ce qui se passe dans le modèle, mais au moment où on commence la période t, elle a déjà été décidée dans le passé. C'est la variable, c'est quoi la variable? C'est l'inflation passée, donc c'est pi t moins 1. C'est une variable qui est très importante, en fait, dans ce modèle. En fait, c'est la variable qui fait qu'il s'agit d'un modèle dynamique. C'est la variable qui va faire que ce qui se passe aujourd'hui dans mon économie va avoir un impact sur ce qui va se passer dans le futur. À part ça, on a une variable exogène, donc c'est la cible d'inflation décidée par la Banque centrale. On a deux chocs. On a un choc de demande, epsilon t, et on a un autre choc d'offre, oméga t. Et on a 5 équations, les 5 équations donc, qu'on vient de décrire ensemble. Okay? Donc ça, au fond, c'est notre environnement économique pour ce modèle. Et la prochaine étape va donc être d'essayer de solutionner ce modèle-là. D'abord, avant d'aller là, la question qu'on devrait se poser, c'est bon, quel est l'équilibre de long terme dans cette économie? Au fond, c'est très, comment dire, c'est très intuitif, je pense. Donc, au bout du compte, quand l'économie est sur sa tendance de long terme, au fond, quand il n'y a pas de choc depuis longtemps ou quoi que ce soit, on s'attend à ce que l'écart de production soit égal à 0. On s'attend à ce que le taux d'intérêt réel soit égal au taux d'intérêt réel naturel, rho. On s'attend à ce que l'inflation soit égale à sa cible. On s'attend à ce que les anticipations d'inflation soient aussi égales à la cible. Et finalement, on s'attend à ce que le taux d'intérêt nominal soit égal au taux d'intérêt réel de long terme plus la cible d'inflation. Okay? Donc, c'est comme un peu notre point de départ. Évidemment, des chocs vont pouvoir amener des changements justement dans cet équilibre. Parfait. Donc, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour aller aux étapes suivantes. Tout d'abord, on va construire la courbe DAS, d'offre agrégée dynamique.
Ensuite, on va construire la courbe DAD, la courbe de demande agrégée dynamique, avant de passer à une représentation graphique. OK? Donc, allons-y. Donc, tout d'abord, je devrais dire que de manière générale, solutionner des modèles dynamiques n'est pas simple. Okay? Donc, ça peut être assez complexe. Les modèles qui sont utilisés dans les banques centrales et ainsi de suite sont solutionnés avec des ordinateurs puissants. Même des modèles relativement simples, du type de ce qu'on a vu un peu, mais plus complexes au niveau des anticipations, souvent demandent des ordinateurs pour les solutionner. Il s'avère que ça va être plus simple dans notre cas. D'accord? Donc d'abord, réfléchissons un peu à la différence avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Quand je solutionne le modèle ISLMFE, au fond, je solutionne un modèle statique. D'accord? Donc l'idée ici, c'était par exemple de dire, bon, quelle est la valeur de Y, telle que le taux d'intérêt d'équilibre dans le marché d'épargne d'investissement est égal au taux d'intérêt d'équilibre dans le marché de la monnaie. C'est-à-dire, quel est Y tel que ma courbe LM et ma courbe IS se rencontrent. Dans le modèle DAD-DAS, parce que c'est un modèle dynamique, ici, on ne peut pas le faire de la même façon que dans le modèle statique. D'accord? Pourquoi? Parce que l'équilibre dans une période donnée, une période T, est une fonction des anticipations d'inflation, entre autres, qui elles-mêmes sont une fonction des équilibres dans le passé. D'accord? Et ça va être ça qu'il va falloir réfléchir un peu plus longtemps, auquel il va falloir réfléchir un petit peu plus longtemps. Donc, l'objectif de base, là où on s'en va, c'est ce qu'on veut faire, c'est au fond obtenir au bout du compte 2 équations avec 2 inconnus. En ce moment, on a 5 équations, 5 inconnus. On veut se ramasser avec plutôt 2 équations et 2 inconnus. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on va le faire en 2 parties. D'accord? On va d'abord se concentrer sur ce qu'on appelle le côté offre et ensuite, on va faire le côté demande. Okay? Et l'idée ici, c'est de combiner des équations de manière, au bout du compte, à n'en avoir que 2. Donc, commençons par la courbe DAS. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner la courbe de Phillips, d'accord, la première équation ici, et notre définition pour les anticipations. Donc, rappelez-vous que dans la courbe de Phillips, on a le terme ET-1 pi t. Et là, on a déjà dit que nos anticipations étaient telles qu'au fond, pour prévoir l'inflation à la période T, les agents économiques utilisaient tout simplement le niveau de l'inflation à la période T-1. Donc, on va tout simplement remplacer ET-1 pi t par pi t-1 pour obtenir ce qu'on a en bas ici, qui est tout simplement notre courbe DAS, notre courbe d'offre agrégée dynamique. Okay? Qui dit que pi t est égal à pi t-1 est une fonction de l'écart de production et évidemment du choc d'offre. Regardons un peu à quoi ça ressemble graphiquement. D'accord? Donc, voici au fond à quoi va ressembler le graphique du modèle DAD-DAS. Donc, on a sur l'axe des X, on a, comme très souvent c'est le cas, on a une mesure de l'output. Dans ce cas-ci, c'est l'écart de production. Et sur l'axe des Y, on a le niveau d'inflation, puis T. Remarquez qu'on est à la période T. OK? Ça, c'est l'évolution. Ça, c'est pour l'équilibre à la période T. On va commencer par là. Donc là, j'ai dessiné la courbe DAS. Et remarquez qu'encore une fois, la courbe DAS ici est indexée à la période T. Et ça, c'est important aussi. À la période T plus 1, elle aura une position potentiellement différente. On verra ça plus tard. OK, première chose, cette courbe a une pente positive. Pourquoi? Parce que bêta, ici, on le dit plutôt, a une valeur positive. D'accord? Donc, au fond, quand on a un écart de production qui est plus élevé, on a tendance à avoir une inflation qui est plus élevée selon cette courbe DAS, qui provient directement de notre courbe de Phillips. La courbe DAS peut se déplacer. Entre autres, elle peut se déplacer vers le haut, comme la flèche l'indique ici, pour 2 raisons possibles. Une, c'est que les anticipations d'inflation sont plus élevées, c'est-à-dire si l'inflation de la période précédente est plus élevée, ça va pousser les entreprises à prix rigide à charger des prix plus élevés cette période-ci aussi. Et donc, ça va amener, pour un niveau d'écart de production, ça va amener un déplacement vers le haut de la courbe DAS. D'accord? Le plus pi t-1 est élevé, le plus élevé est la position de la courbe DAS. De manière similaire, okay, pour un écart de production donné, une valeur positive d'oméga t, le choc d'offre, va amener un déplacement vers le haut de la courbe DAS. Même chose. Okay? Donc, si oméga t est positif, si on a un choc d'offre positif, ça va déplacer la courbe DAS vers le haut. Donc, ça, c'est pour notre courbe DAS. Évidemment, on va revenir plus tard à l'analyse une fois qu'on aura l'autre moitié du modèle. Okay? Donc, allons-y maintenant et parlons de la courbe DAD.
Donc ici, pour la courbe DAD, ça va être un petit peu plus compliqué. On va devoir combiner plus d'équations, mais au bout du compte, c'est quand même la même logique. Donc, on va partir de la fonction de demande, OK, qu'on a déjà. Première étape, on va remplacer le taux d'intérêt réel par sa définition. Et quelle est sa définition? C'est donné par l'équation de Fisher qui nous dit que le taux d'intérêt réel RT est égal à IT moins l'anticipation d'inflation future. Ça, c'est la première étape. Donc, j'ai remplacé RT. Deuxième étape, on va remplacer l'anticipation d'inflation future par l'inflation passée. Hein? Donc, au fond, quand les agents économiques se posent la question quelle va être l'inflation à T plus 1, ils utilisent le dernier chiffre d'inflation qu'ils ont et c'est lequel? C'est pi T. Okay? Donc, on va remplacer ET pi T plus 1 par pi T. On va aussi remplacer IT, le taux d'intérêt nominal, par la règle monétaire. Hein, si on se rappelle, la Banque centrale, au fond, est capable d'avoir un impact sur ce taux d'intérêt nominal et la façon dont elle veut, au fond, changer ce taux d'intérêt nominal va dépendre de l'inflation par rapport à sa cible. Et voici l'équation qu'on obtient. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient toujours moins alpha. D'accord? Ça ne change rien. Par contre, on a maintenant que dans la parenthèse, on a tout d'abord IT qui est remplacé par la règle monétaire. C'est la première partie. Rho plus pi étoile plus θ pi et les déviations de l'inflation. Okay, c'est notre règle monétaire. On a remplacé ET pi T plus 1 par pi T. Et finalement, on garde le rho. Okay? Maintenant, vous remarquez, il y a des choses qui peuvent se simplifier ici. On a pi T à deux endroits. On a rho qui s'annule avec l'autre rho ici. Donc, au fond, si on simplifie tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'équation suivante. D'accord? Où, au fond, on a que l'écart de production à la période T est une fonction négative tant et aussi longtemps que θ pi est plus grand que 1, en passant. Ça va revenir, ça va être important, ça. Mais en gros, tant que θ pi est plus grand que 1, il y a une relation négative entre l'écart de production et l'inflation ici. OK? Donc, au fond, l'idée ici, c'est de dire on peut solutionner pour l'écart de production en fonction du taux d'inflation. Donc, graphiquement, à quoi ça ressemble? J'ai réécrit en haut notre courbe de demande agrégée dynamique, donc notre courbe DAD. Juste pour vous dire ici, ce que j'ai fait remarquer, c'est que j'ai simplifié un petit peu. C'est-à-dire que là, j'ai écrit le terme, j'ai défini un paramètre delta pi, qui est égal à ce que j'avais sur ma diapo précédente, donc qui est égal à moins alpha et θ pi moins 1. Et là, rappelez-vous que ce delta pi est plus petit que 0. Encore une fois, si θ pi est plus grand que 1. Donc, si θ pi est plus grand que 1, ce paramètre delta pi est plus petit que 0. Pourquoi? Parce que j'ai un moins ici. Et donc, ça veut dire qu'il y a une relation négative entre écart de production et inflation pour la courbe DAD. Okay? C'est exactement ce que j'ai décidé ici. J'ai le même graphique que tout à l'heure pour la courbe DAS, mais la courbe DAD a une pente négative au lieu d'être positive. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui pourrait changer DAD? Au fond, on le voit, le facteur qui pourrait déplacer la courbe DAD, c'est exactement notre choc de demande, notre epsilon t. Okay? Donc, entre autres, la DAD va se déplacer vers la droite si ce epsilon t est positif. Et qu'est-ce que ça pourrait capturer? Ça pourrait capturer, par exemple, une hausse des dépenses gouvernementales, l'optimisme des entreprises et des ménages, une baisse des impôts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le type de choc, au fond, qui avait tendance à déplacer notre courbe IS vers la droite dans le modèle IS-LMFE, déplacerait aussi la courbe DAD vers la droite ici. Donc, on a notre courbe DAS, on a notre courbe DAD, et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est mettre tout ça ensemble et donc réfléchir graphiquement au concept d'équilibre dans ce modèle DAD-DAS. Okay? Maintenant, je pense que c'est un bon moment de revenir un peu, de récapituler. Ici, remarquez que la courbe DAD et la courbe DAS, j'en ai une, si vous voulez, à chaque période. D'accord? Donc, à chaque période T, j'ai au fond deux équations. Mes équations, c'est ma courbe DAD et ma courbe DAS. Et deux inconnus. C'est quoi mes deux inconnus? C'est l'écart de production et le taux d'inflation pi T. J'ai des variables chocs, des variables au fond exogènes, qui sont mes deux chocs ici. Ça, c'est pas quelque chose qui est déterminé dans le modèle. J'ai un autre terme d'inflation pi T-1, mais ce terme d'inflation, cette inflation-là, elle a été déterminée dans le passé. Elle n'est pas affectée par ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est du passé maintenant.
Donc, j'ai deux équations et deux inconnus, ce qui est une bonne nouvelle. Parce qu'en général, quand j'ai deux équations, deux inconnus, ça veut dire que je peux avoir une solution. OK? Maintenant, comme on vient de le dire, il y a une complication ici, c'est que l'équilibre, ou si vous voulez, cette solution à la période t, dépend de ce qui s'est passé à la période t-1, à travers l'inflation passée. C'est, d'un certain côté, la beauté de ce modèle-là par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à comment est-ce qu'une économie évolue dans le temps à la suite d'un choc. Okay, on a vraiment un modèle qui est capable de formaliser ça. Alors qu'avant, on devait tout simplement déplacer des courbes un peu comme on le voulait. Et puis, on avait une idée intuitive de ce qui se passait, mais c'était pas quelque chose qu'on pouvait vraiment étudier, certainement pas quantitativement. Okay? Donc maintenant, il y a évidemment plusieurs façons de faire ça. Donc, vous pouvez utiliser Excel, par exemple, et solutionner ce modèle. Aucun problème. Okay? Nous, ce qu'on va faire plutôt ici, on va faire une analyse graphique. Et ça va être une analyse graphique, donc, qui va avoir deux courbes. Notre courbe DAD, DAS. Donc, notre courbe DAD a une pente négative, notre courbe DAS a une pente positive. Remarquez que j'ai ajouté dans ce graphique une ligne verticale. Ça va être important. Ça va être un peu comme notre ancrage, comme on l'avait dans le modèle ISLM-FE. Hein. La courbe FE était un peu un ancrage. Ici, la courbe, cette droite verticale représente le point où l'écart de production est égal à zéro. D'accord? Au fond, où l'économie est à son potentiel. Maintenant, où va se situer l'équilibre à court terme? Bien, évidemment, l'équilibre à court terme va être là où la DAS croise la DAD. Pourquoi? Parce que ça va être, au fond, la combinaison de pt et y gap t, telle que notre DAD et notre DAS ont, au fond, donnent le même équilibre. D'accord? C'est au fond la paire pt y gap qui permet d'avoir DAD est égal à DAS. Okay. Maintenant, ce que vous devez réaliser, c'est que ça, c'est pour une période spécifique. À la période suivante, on va avoir, au fond, que notre équilibre, c'est-à-dire notre niveau d'inflation aujourd'hui à la période T, va avoir un impact sur la position de notre DAS à la prochaine période. Puisque, si vous vous rappelez, dans la courbe DAS, l'inflation de la période précédente entrait en jeu. Okay. Donc, la prochaine étape dans notre analyse, ça va être justement de comprendre un peu mieux comment ça se passe en faisant différentes applications, différents types de chocs, pour justement voir l'évolution de l'équilibre à court terme dans cette économie, dans un modèle qui est dynamique. Merci.